Taishi est un paresseux sans ambition qui se retrouve accidentellement transporté dans un autre monde après qu'un sort magique ait mal tourné. Cependant, lorsqu'il découvre qu'il possède une compétence cheatée lui permettant de contrôler les dieux, il devient le magicien le plus puissant de tous les temps et anéantit absolument tout le monde. Mais avant cela, Taichi se rend à l'école un jour avec Rin, sa meilleure amie d'enfance, quand une feuille passe près de lui et l'appelle par son nom. Alors qu'il se retourne choqué, il voit un vélo foncer sur eux, mais il parvient à se sauver, lui et Rin, d'être transportés dans un autre monde. Oh non, pas ça! Juste à ce moment-là, un cercle magique apparaît sous les pieds de Taichi et il réalise qu'il ne peut pas vaincre les dieux de l'isekai aujourd'hui. Il pousse rapidement Rin hors du cercle, mais la jeune fille refuse de le lâcher et quelques instants plus tard, les deux se réveillent dans un autre monde. Rin ne comprend pas où ils sont et utilise son portable pour appeler chez elle, mais Taichi lui dit, fort de sa vaste expérience des mondes fantastiques, qu'ils ne sont plus sur Terre. Elle pense qu'il est complètement fou jusqu'à ce qu'un cheval possédé apparaisse et les attaque. Taichi sauve Rin de devenir de la chair à pâté puis la convainc de s'enfuir, mais elle refuse. Il l'ignore et s'occupe du cheval en utilisant un caillou aussi gros que son cerveau, ce qui, bien sûr, ne fonctionne pas du tout. Cependant, juste avant qu'il ne soit transformé en barbecue, le jumeau de Saitama, accompagné de ses deux partenaires, attaque le cheval sauvage et le vainc en un seul coup, les sauvant ainsi. Cette nuit-là, le trio révèle qu'ils sont des aventuriers et propose d'emmener Taichi et Rin à la ville la plus proche le lendemain matin. Cependant, même si Taichi est surexcité, Rin semble toujours contrarié pour une raison quelconque. Taichi va la voir plus tard et lui demande ce qu'il a fait pour la mettre en colère cette fois, mais Rin s'énerve et lui dit de ne plus jamais essayer de se suicider. Il prétend qu'il faisait juste son gigachad, mais finit par s'excuser et ils se réconcilient en se tapant le poing. Le lendemain matin, le groupe atteint la ville où Taichi et Rin décident de devenir aventuriers pour gagner leur vie. Après avoir fait leurs adieux aux autres aventuriers, ils arrivent à la guilde pour s'inscrire où la réceptionniste sort un orbe de verre et leur demande de poser leurs mains dessus afin qu'elles puissent enregistrer leur pouvoir magique. Rin tente sa chance en premier, persuadée qu'elle n'aura aucune magie puisqu'elle n'est qu'une simple humaine. Mais dès que l'orbe révèle les 4 natures du mana, la réceptionniste est sidérée et se demande si elle n'est pas l'avatar. Ensuite, Taichi pose sa main sur l'orbe et finit par le briser en 1000 morceaux, ce qui pousse la réceptionniste à faire venir le maître de guilde et une elfe redoutable nommée Mayura. Le maître de guilde leur dit qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à leur guilde à moins d'accompagner Mayura pour rencontrer quelqu'un. Et même si le duo commence à paniquer, le vieil homme les rassure en leur disant que tout ira bien. Plus tard, Mayura les emmène dans un cottage où une jolie fille vêtue d'une armure très suggestive nommée Lemia les accueille. Tandis que Rin essaie de protéger les yeux innocents de Taichi, elle les fait entrer et leur remet 2 appareils magiques, expliquant qu'ils mesureront leur capacité et leur force magique. Une fois le test terminé, Lemia est choquée de voir leurs résultats surpuissants et propose de devenir leur mentor afin qu'ils puissent apprendre à mieux maîtriser leur pouvoir. Pendant ce temps, un justicier masqué rencontre un homme suspect et lui explique qu'il a réussi à saboter le sort d'invocation de la prêtresse. Cependant, le sort a tout de même fonctionné, ce qui a déclenché une recherche nationale pour retrouver les humains invoqués d'un autre monde. De retour dans le cottage de Lemia, elle révèle à Taichi que sa capacité magique est de plus de 120 000, tandis que celle de Rin est de 37 000, comparée à un maximum de 10 000 que possèdent les mages ordinaires. Mayura ajoute que même Lemia, la mage la plus puissante de leur royaume, n'a qu'une capacité de 43 000, tandis que sa propre capacité est de 35 000, ce qui est même inférieur à celle de Ran. Elle explique que sans apprendre à utiliser autant de pouvoir, ils finiront par se détruire eux-mêmes et suggère qu'ils acceptent l'offre de Lemia. En entendant cela, Taichi demande avec enthousiasme ce qu'il pourrait faire une fois qu'il maîtriserait son pouvoir, ce à quoi Lemia répond qu'il pourrait détruire des nations entières à lui seul et même devenir roi un jour. Elle ajoute ensuite que s'il devient roi, il pourra créer un harem rempli de jolies filles. Oui. Alors Taichi commence à examiner ses atouts pour voir si elle ferait l'affaire, seulement pour que Rin vienne gâcher son plaisir. Non, mon Dieu s'il vous plaît. Non, le lendemain matin, alors que le groupe prend le petit déjeuner ensemble, Mayura explique que les sorts magiques sont des techniques que les mages peuvent utiliser s'ils donnent leur pouvoir à des esprits magiques. Lemia ajoute qu'il n'existe que 4 types d'esprits, le feu, l'eau, la terre et l'air, et que la plupart des gens ne peuvent en utiliser qu'un seul type. Cependant, alors que certains mages, comme Mayura, peuvent en utiliser 2, voire 3, dans le cas de Lemia, Rin est la seule exception capable d'utiliser les 4 types de magie. Cela excite Taichi. Alors il demande quel est son type, ce à quoi Lemia révèle qu'il n'est pas un mage typique, mais un sorcier qui n'a pas besoin de s'appuyer sur des pouvoirs empruntés à un esprit pour utiliser la magie ou lancer des sorts magiques. Il peut former des
pacte avec les esprits eux-mêmes et les utiliser, où il pourrait abandonner complètement les formes de magie de base et apprendre plutôt la sorcellerie ancienne qui manipule la lumière, les ténèbres et l'espace-temps. Plus tard, alors que l'arc d'entraînement de Taichi commence, Lemia lui montre comment abattre un arbre d'un coup de poing, mais il est distrait par une voix étrange qui lui souhaite bonne chance une fois de plus. Lemia suppose qu'il se relâche et le traîne vers sa prochaine tâche, tout en le prévenant qu'il n'aura pas de dîner s'il échoue aujourd'hui. Pendant ce temps, Mayura enseigne à Rin à matérialiser le feu en utilisant son imagination et en se souvenant de ses cours de chimie à l'école, elle le maîtrise instantanément. Cela prend l'elfe par surprise et elle félicite Rin d'être une élève si rapide, la faisant rougir. Juste à ce moment-là, Rin pense à brûler une sorte de gaz avec son feu plutôt que du bois ou du charbon et matérialise une flamme bleue, ce qui choque totalement Mayura. Quelque temps plus tard, alors que Taichi est allongé dans la forêt, se demandant s'il devrait ou non ajouter Lemia à son futur harem, Rin apparaît et lui dit de ne pas abandonner si facilement. Après qu'elle l'ait aidé à se relever, il essaie de matérialiser son mana à nouveau, mais cette fois, la même voix qu'avant lui dit de le faire sortir du centre de son corps. Quand Taichi utilise cette astuce, son mana commence à briller dans la paume de sa main, et la voix dit qu'ils se rencontreront bientôt. Juste à ce moment-là, il ouvre les yeux et demande à Rin si elle a aussi entendu une voix, mais elle dit non et ils retournent au cottage pour dîner. Pendant le dîner, Lemia alimente le complexe de supériorité de Rin en la félicitant d'avoir fait tant de progrès dès son premier jour avant de se tourner vers Taichi et d'expliquer que son entraînement de base consistera à apprendre à renforcer son corps en utilisant son mana, du moins jusqu'à ce qu'il découvre son type élémentaire. Elle lui dit de bien manger pour alimenter son corps, car cet entraînement exigera beaucoup de force physique. Plus tard cette nuit-là, tandis que Lemia fait son fanservice, Mayura s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle pense de Rin et Taichi. Elle répond que même si elle trouve leur apparition soudaine suspecte, elle croit toujours que si ceux de la capitale mettaient la main sur eux, ils finiraient en chair à canon. Elle révèle en outre qu'elle prévoit d'achever leur entraînement en 3 semaines afin qu'ils deviennent assez forts pour se défendre, ce qui surprend Mayura. Ces 3 semaines passent et un soir, Taichi utilise l'amélioration physique pour tuer un loup démoniaque, tandis que Rin s'occupe d'un groupe de lapins à cornes, se demandant pourquoi ces lapins veulent la manger alors qu'ils devraient être herbivores. Utilisant des attaques de style terre et eau, elle affaiblit d'abord les lapins, puis utilise la foudre pour mettre fin à leur jeu. Juste à ce moment-là, Taichi s'approche d'elle et exhibe les crocs qu'il a collectés. Pendant ce temps, Mayura et Lemia les observent de loin. L'elfe lorgne en rein comme à son habitude, ce qui fait se demander à Lemia si elle n'a pas le béguin pour la jeune fille. Cette nuit-là, au dîner, elle dit au duo de profiter de la nourriture, car ce serait la dernière fois qu'ils vivraient leur crochet si effrontément. Quand Taichi demande pourquoi, Lemia lui rappelle qu'il est venu la voir pour devenir aventurier et dit qu'ils devraient retourner en ville demain pour commencer leur nouvelle carrière. Rin est d'accord avec elle, alors Lemia les avertit en outre de rester sur leur garde lorsqu'ils seront en ville, car ils sont les perdus. Quand Tai demande ce que c'est, elle explique que, selon les livres, une fois toutes les quelques décennies, un portail spatio-temporel s'ouvre et amène des humains d'un autre monde au leur, ou bien un mage les invoque avec un cercle magique, faisant réaliser à Tai qu'ils sont le second cas. Il demande quelle est la raison derrière leur invocation et Lemia dit que seul celui qui les a invoqués ici peut répondre à cela, ce à quoi Mayura ajoute que la magie d'invocation est extrêmement rare et que seule une poignée de mages peut l'exécuter. Bien que cela frustre Rin de savoir comment ils trouveront leur invocateur, Taichi dit que cela rendrait les choses plus faciles car s'il n'y a que quelques options, l'une d'elles est forcément la bonne, ce avec quoi Lemia est d'accord. Plus tard, cette nuit-là, alors que Rin est assise à côté de Taichi, il la remercie de l'avoir suivie dans ce monde et dit qu'il serait mort si elle n'avait pas été avec lui. Rin dit que ce n'est pas vrai, mais il explique qu'il ne s'est opposé au cheval d'avant que parce qu'il voulait la protéger, ce qui la touche profondément. Plus tard cette nuit-là, tandis qu'il fixe sa main brillante et se demande s'il peut vraiment détruire des nations, il entend à nouveau la voix étrange et elle lui dit qu'ils se rencontreront bientôt, ce qui le terrifie complètement. 2 semaines plus tard, Taichi rêve de cette voix qui l'appelle à nouveau et se réveille soudainement. Il se souvient alors comment lui et Rin ont déménagé en ville et ont commencé à travailler comme aventuriers de rang E, gagnant leur vie en faisant des petits boulots et en apprenant sur leur nouveau monde. Le lendemain matin, ils trouvent Rin en train d'apprendre la géographie de leur nouveau monde et l'appellent une intello. Juste à ce moment-là, la serveuse leur remet une lettre de la guilde et ils trouvent étrange qu'ils aient été officiellement convoqués alors qu'ils sont actuellement au plus bas niveau. Plus tard, alors qu'ils rencontrent le maître de guilde, il leur confie une nouvelle mission qui consiste à se rendre dans un bar des bidonvilles et à enquêter sur la façon dont les marchandises sont volées aux commerçants sur la route et vendues dans les bidonvilles.
Taichi se demande pourquoi il leur confie une mission de rendez, ce à quoi il répond qu'il est juste un radin et qu'il essaie d'économiser de l'argent. Voici l'argent, c'est parti. Car 2 groupes de rendez ont échoué à cette mission et l'attribuer à un groupe de rancés lui coûterait cher. Juste au moment où Taichi s'offense, le maître de guilde les flatte en disant qu'ils sont les élèves de l'Emiya. Il croit donc qu'une mission comme celle-ci serait un jeu d'enfant pour eux. Il propose également de les promouvoir au rendez s'ils réussissent et le duo accepte rapidement. Plus tard, alors qu'il se dirige vers le marché local, Rin dit qu'il devrait être reconnaissant de ne plus avoir à nettoyer les égouts et à enlever les décombres. À cela, Taichi répond qu'il pourrait d'en prendre de meilleurs emplois si l'Emiya ne lui avait pas conseillé de ne pas utiliser son amélioration de pouvoir, sauf en combat, et se plaint de ne toujours pas pouvoir en utiliser plus de 30%. Rin ricane et dit qu'elle ne voudrait pas qu'il perde son humanité s'il dépasse ce niveau, ce avec quoi Taichi est également d'accord. Juste à ce moment-là, Rin repère un vendeur de fruits et se précipite pour acheter des poires, seulement pour apprendre que le prix a doublé depuis la semaine dernière et qu'une seule pièce coûte maintenant une pièce d'argent. Taichi le traduit en 50$ et manque de faire une crise cardiaque, mais le commerçant s'excuse et dit que, comme la plupart des fruits sont volés pendant le transport, ils reçoivent des stocks très limités mais incroyablement chers. Plus tard, alors qu'ils achètent les poires et les mangent quand même, Rin s'inquiète que la rumeur de monstres attaquant les véhicules de transport puisse être vraie, faisant mentionner à Taichi que cela doit être lié à leur mission aussi, puisque les marchandises volées sont vendues dans les bidonvilles. Cette nuit-là, ils observent une boîte suspecte être transportée hors du bar des bidonvilles, ce qui confirme leur supposition. Quelques instants plus tard, ils entrent directement dans le bar comme des idiots sans cervelle et Taichi demande au barman de leur faire 2 verres de ginger ale. Tout le bar rit en entendant cela et le barman dit à Taichi de rentrer chez maman et de boire du lait. Le Chad ne s'offense pas et demande de l'eau à la place avant de s'installer et de demander au barman où ils peuvent trouver les choses qui ne sont pas vendues sur le marché. Il explique que leur plan est de trouver ces marchandises et de les vendre au marché noir pour une énorme somme d'argent. De cette façon, ils deviendront millionnaires du jour au lendemain. Quand le barman dit qu'il n'est pas intéressé, Taichi pose une bourse pleine d'argent sur la table et Rin mentionne qu'ils ont entendu dire qu'il donnait toute information si payée équitablement. Cela attire le reste des voyous avides d'argent du bar et le duo soupire avant de leur botter le cul. Un homme révèle qu'il était impliqué dans l'acheminement de cargaisons à ce bar depuis un chariot qui avait été attaqué, mais jure qu'il ne sait pas comment l'attaque s'est produite. Cela fait parler le barman aussi, qui dit calmement que même si son bar a vendu une partie de la cargaison volée, ce n'est rien d'inhabituel dans ces quartiers de la ville. Alors qu'ils partent et déduisent que ces faibles du bar ne sont pas ceux qui ont éliminé 2 groupes de rendez, Taichi remarque qu'ils sont suivis et ils commencent à courir seulement pour être arrêtés par 3 méchants masqués qui leur barrent la route. L'une d'elles les attaque instantanément avec son épée, mais Taichi se défend facilement contre elle et dit qu'ils doivent les capturer s'ils veulent un bonus du maître de guilde. Il range son épée et active l'amélioration physique avant de projeter l'une des filles contre un mur voisin. Alors que la seconde arrive sur eux, Rin utilise une attaque aérienne pour la faire tomber et Taichi lui donne un coup de poing au visage pour l'assommer. Il se tourne ensuite vers leur chef et la traite de lâche pour avoir laissé ses subordonnés prendre tous les coups. Mais juste à ce moment-là, l'autre fille leur lance une bombe fumigène. Le temps que Rin dissipe la fumée, les 2 autres ont déjà disparu et ils n'ont pas d'autre choix que de ramener la 3e à la guilde. Cette nuit-là, quand cette fille reprend conscience, elle se retrouve attachée à une chaise. Le maître de guilde se tient devant sa cellule et lui dit d'utiliser sa vie avec prudence désormais car elle a été épargnée par eux et ses compagnons assassins ne sauront jamais où elle est. Le lendemain matin, Taichi et Rin rencontrent Mayura dans un restaurant voisin et parlent de la façon dont les prix des aliments ont triplé en une journée. Elle les félicite d'avoir été promus au rendez à la place et dit qu'elle veut former un groupe avec eux. Après qu'ils aient accepté, Mayura révèle que les champs de poires de la ville d'où ils importaient ont été attaqués par des voleurs et elle a été chargée de garder les champs et de trouver les coupables. Elle suspecte également que ces voleurs sont protégés par un puissant mage, c'est pourquoi les fermiers ne peuvent pas faire grand chose contre eux, et révèle que leur récompense pour la capture des voleurs serait de 500 pièces d'argent. Alors qu'ils partent pour la ville voisine, Mayura sourit à elle-même, pensant qu'elle a enfin un groupe à elle, même si elle n'a jamais voulu en former un. Plus tard, lorsqu'ils atteignent la ferme, 2 fermiers les accueillent, ainsi que Kazim, un jeune garçon qui serre la main de Taichi, lui faisant ressentir quelque chose d'étrange, mais il l'ignore. Alors que les fermiers les emmènent pour montrer les champs de poires, Rin détecte la présence de quelqu'un avec son bâton, et tout le monde est choqué quand un orque géant et laid, accompagné de ses subordonnés ogres, apparaît devant eux.
Alors que Rin s'occupe de la défense, Mayura et Taichi se préparent rapidement au combat. Quelques instants plus tard, l'elfe tranche sans effort les ogres avec son épée, et Taichi saute sur le grand chef avec un coup de poing amélioré à 35%, ce qui l'envoie instantanément dans l'au-delà. Cette nuit-là, Rin mentionne lors d'une réunion d'équipe que les orques et les ogres ne vivent généralement pas dans ces régions, et Mayura est d'accord que leur présence est suspecte. Rin suppose également que quelqu'un a planifié l'attaque d'aujourd'hui, et ils décident finalement d'attendre et de voir ce que leur ennemi fera ensuite avant d'agir. Pendant ce temps, un type suspect dans la forêt tue un tas de petits monstres et recueille leur sang, disant qu'il montrera bientôt aux aventuriers qui est le patron. Le lendemain matin, alors que la femme assassin se demande pourquoi Taichi ne l'a pas tué alors qu'il aurait pu facilement le faire, le maître de guilde entre dans sa cellule et lui demande si elle a décidé ce qu'elle allait faire, ce à quoi elle hoche la tête affirmativement. Pendant ce temps, le groupe repère des empreintes de pas et un feu fraîchement éteint dans la forêt, rendant les fermiers furieux de l'impudence de leurs voleurs. Juste à ce moment-là, le bâton de Rin recommence à clignoter, mais cette fois, elle sent que leur coupable n'est pas un groupe d'ogres, mais 3 humains qui sont tout près. Ils trouvent rapidement les coupables grâce à la magie de Rin et les fermiers se précipitent pour leur botter le cul. Cependant, quand les voleurs sortent leurs épées, ils font dans leurs pantalons et reculent. C'est alors que Taichi apparaît avec 2 méchants à ses côtés et dit aux voleurs d'abandonner maintenant. Puisqu'ils sont face à des aventuriers, alors que les perdants se font prendre, ils se plaignent que leur mage-femme les ait lâchés aujourd'hui. Sinon, elle aurait facilement réglé leur compte à ces aventuriers. En entendant cela, Taichi dit qu'il va les envoyer en prison pour vol et les fermiers les attrapent rapidement et les traînent loin. Dès qu'ils partent, Kasim remercie Taichi et lui serre la main, lui donnant la même sensation étrange. Mais cette fois, il exprime ses inquiétudes et demande pourquoi ses mains sont douces comparées aux faits et à celles des autres fermiers qui ont des callosités. Il prétend qu'il ne fait que superviser le travail, mais Mayura ajoute qu'il a aussi instantanément reconnu les orques d'avant, même si les gens de ces régions ne le feraient vraiment pas. C'est alors qu'il laisse tomber son rôle de gentil et révèle qu'il est en fait celui qui a invoqué les orques ici et celui qui a fait voler ces voleurs. Juste à ce moment-là, sa partenaire Grammy, qui s'avère être la mage-femme, se révèle aussi et Kasim ajoute qu'il est aussi celui qui les a appelés ici parce qu'il voulait voir de quoi ils sont capables. Alors que le groupe sort rapidement ses armes, Kasim dit qu'il s'occupera de Taichi pendant que Grammy s'occupera des filles. Mayura agit en premier et balance son épée sur la fille, mais elle la bloque facilement et dit qu'elle ne les a pas tués pendant qu'elle se cachait parce qu'elle voulait goûter à la bataille entre eux. Juste au moment où Mayura se demande si elle n'a pas toute sa tête, Rin déchaîne un sort de feu sur elle, seulement pour que Grammy le contre avec un tourbillon. Elle, à son tour, lance un sort de vent de son cru pour distraire la dame psychopathe dans l'espoir de gagner assez de temps pour que Mayura active son amélioration physique. Pendant ce temps, alors que Taichi se tient face à Kasim et demande pourquoi il n'a pas d'arme, le garçon invoque son familier glacial et dit qu'il n'aime pas se battre lui-même car il doit garder ses mains douces. À cela, Taichi le met en garde de ne pas le sous-estimer et saute sur la bête pour l'achever, seulement pour passer à travers. Kasim rit et explique que puisque son familier est un élémentaire, les attaques physiques ne fonctionneront pas sur lui. Cependant, puisqu'il peut l'attaquer, Tai pourrait utiliser son épée inutile pour se défendre. Il essaie quand même de vérifier cela en utilisant son épée sur le monstre seulement pour que celui-ci lui crache un tas de stalactites de glace, ce contre quoi Taichi se défend à peine. Kasim dit qu'il comprend que Taichi doit avoir hâte d'échanger sa place avec les filles, puisqu'elles peuvent toutes deux utiliser la magie du feu et le traitent de bon à rien, de faible, n'ayant rien d'autre que quelques bons coups de poing. En entendant cela, Taichi réalise qu'il est condamné et demande à Kasim pourquoi il fait cela, mais le garçon ne répond pas et sort à la place une boule de sang rouge qu'il donne à son Frosty. Cela le transforme en sa version rouge qui charge immédiatement Taichi et le met à terre. Les dégâts le font cracher du sang, mais Kasim le rassure en lui disant qu'il ne le laissera pas mourir ici car il est un pion important pour lui. Il explique ensuite que puisqu'il veut les pouvoirs de Taichi, il utilisera ses filles comme levier et les jettera dans les mains d'hommes sales s'il n'obéit pas à ses ordres. Au même moment, Ren utilise des attaques consécutives de terre et d'eau pour tenir Grammy à distance jusqu'à ce que Mayura finisse de charger et se précipite sur elle. Même quand elle la frappe avec sa plus forte attaque, Grammy ne fait que rire et dit que son regard l'excite. Ren le remarque et essaie d'aider l'elfe avec sa magie de terre, mais Grammy se protège avec le corps de Mayura, la forçant à annuler le sort. Elle frappe ensuite Mayura au ventre et l'envoie voler avant de charger Rin. Alors que les deux filles gisent à moitié mortes au sol, Grammy dit qu'elle est déçue qu'elle se soit avérée si faible, mais Mayura rit et dit qu'elle ne dira plus ça après le deuxième round. Alors qu'elles se relèvent toutes les deux, Rin dit qu'elles devraient revenir à leur stratégie de combat originale et Mayura charge instantanément Grammy avec son épée. Au moment où elle les accuse d'utiliser les mêmes tactiques minables, Rin apparaît par derrière avec son épée foudroyante, forçant Grammy à reculer.
Cependant, Mayura la prend par derrière et lui donne un coup de pied au ventre, après quoi Rin l'empale avec son épée foudroyante. Cela ne fait qu'échauffer le ventre de Grammy et elle dit au fil de l'attaquer encore plus fort. Rin lance un tourbillon en réponse et y met le feu seulement pour que Mayura finisse le jeu avec un coup final de son épée enflammée. Alors que Grammy gît au sol couverte de son sang, Kazim arrive et montre le désordre dans lequel il a plongé Taichi. Il demande ensuite aux filles de faire ce qu'il dit si elles veulent que Taichi vive, tandis que le perdant maudit sa sale chance et souhaite pouvoir faire quelque chose pour les sauver. C'est alors qu'il entend la même voix étrange dans son esprit qui se présente comme l'esprit du vent et lui offre assez de force pour vaincre Cassim. Quelques instants plus tard, Taichi est ressuscité du bord de la mort à Aura Farms, riant de la facilité avec laquelle il triche. Cassim ordonne à sa bête rouge de l'attaquer, mais Taichi y répond facilement avec sa magie du vent qui dévore la bête et son attaque. Voyant cela, Cassim et Grammy commencent rapidement à fuir comme des lâches, seulement pour que Taichi leur dise d'arrêter et jure qu'il les détruira. Quelques instants plus tard, alors que Kazim s'enfuit avec un bras sectionné, accompagné d'une Grammy blessée, ils admettent avoir sous-estimé la force de Taichi. Pendant ce temps, il gît inconscient dans la forêt et les filles essaient de soigner ses blessures. Quelques jours plus tard, Taichi se réveille chez Lemiya et rougit quand elle entre dans sa chambre, se demandant s'il est là parce qu'elles ont applaudi. Plus tard, elle lui sert un copieux déjeuner et après qu'il ait mangé pour tout le quartier, elle s'installe et explique pourquoi il est là. Il s'avère que lors de sa dernière bataille, il a épuisé toutes ses réserves de mana et est tombé dans le coma. Elle explique ensuite qu'après qu'il n'ait pas repris connaissance pendant 3 jours, Mayura et Rin l'ont amené ici et elle l'a maintenu en vie. Taiji la remercie rapidement de son aide et explique tout ce qui s'est passé dans la forêt, en commençant par les étranges boules rouges de Cassim. Lemia explique que c'est un pacte cramoisi qui utilise une magie interdite, extrayant le mana du sang humain et monstrueux pour le condenser en orbes. Ces orbes, si consommés par une bête ou un humain, augmentent leur pouvoir de plusieurs fois. Taichi admet qu'il ne pouvait même pas égratigner le monstre qu'il avait consommé jusqu'à ce que l'esprit du vent nommé Ariel le contacte et lui donne une armure scénaristique. Cela surprend tellement Lemieux qu'elle se lève de sa chaise et dit que si Ariel l'a vraiment contacté, la vraie forme de sorcier de Taichi doit être un invocateur. Elle explique ensuite que non seulement les invocateurs peuvent former des pactes avec les esprits, mais ils leur permettent aussi de libérer toute leur puissance brute à travers eux, ce qui explique la force irréelle que Taichi a ressentie lors de son dernier combat. Plus tard, alors que Taichi est assis dans un café et considère cette compétence surpuissante comme de la triche, la serveuse s'approche de lui et dit qu'elle est contente qu'il aille bien maintenant. Elle mentionne aussi que Rin et Mayura ne sont pas revenus depuis qu'elles sont parties tôt le matin et Taichi part rapidement à leur recherche. Au même moment, dans une auberge, Kazim s'agenouille devant son maître Lord qui est amusé d'apprendre que Taichi a anéanti sa bête rouge avec juste de la magie du vent. Il mentionne que le spectacle valait bien la perte d'un bras, ce qui fait grincer des dents Cassim jusqu'à ce que Lord dise qu'il a une autre mission pour eux. Il se lève et s'approche de Grammy, disant qu'il doit lui remettre les idées en place avant cela. Alors que Kazim essaie de la défendre, Lord lui prend la main et lui fait un étrange tatouage de gang, ce qui la fait tomber à genoux. C'est alors que 2 étranges filles encapuchonnées entrent dans la pièce et demandent à leur maître de se rendre au carnaval et il part après avoir laissé une invitation pour Taichi. Au même moment, alors que Taichi erre dans les rues, il tombe sur une paire de losers qui draguent une fille. Dès qu'il les interpelle, la fille sourit et se précipite à ses côtés, prétendant qu'ils sont partenaires. Après avoir jeté un coup d'œil à ses melons rebondissants, Taichi accepte de jouer son rôle seulement pour qu'un des hommes le charge avec un coup de poing. Taichi esquive rapidement et lui donne un coup de pied dans les noix, après quoi les 2 gars s'enfuient. Dès que la fille se tourne vers lui et le remercie de l'avoir sauvée, Taichi dit que la façon dont elle s'est libérée de ce type, il peut dire qu'elle aurait pu se sauver elle-même. Il lui demande ensuite pourquoi elle faisait semblant d'être une fille faible alors qu'elle est clairement une Merisu, seulement pour qu'elle révèle qu'ils se sont déjà rencontrés. Alors que Taichi fait travailler son cerveau vide, il réalise qu'elle est l'assassin qu'il a capturé auparavant et elle se présente enfin comme Anastasia. Elle l'emmène ensuite en mission d'infiltration et explique qu'elle travaille maintenant avec la guilde, notamment sur l'affaire des biens volés et des attaques de monstres. Taichi lui demande pourquoi elle l'a amenée dans cette auberge particulière, alors elle explique qu'elle s'est démarquée pour elle en raison de la sécurité extrême. Alors qu'ils assomment 2 gardes devant une porte, ils entrent enfin dans la pièce où Kazim et Lord étaient assis il y a quelques instants. Bien qu'elle soit maintenant vide, Taichi trouve quand même l'invitation laissée par le boss et n'en croit pas ses yeux. Au même moment, Mayura et Rin errent sur le marché local discutant de la flambée des prix des produits de première nécessité. Quand l'elfe commence à taquiner Rin à propos de son béguin pour Taichi, elle rougit mais ne le nie pas.
Pendant que Mayura la rassure qu'il ira bien sous la garde de Lemia, c'est alors qu'un des sbires de Kazim les attaque, mais Mayura se défend avec son épée, tandis que Rin lance un sort de vent pour le neutraliser complètement. Cependant, un sort de feu se met en travers de son chemin et les filles découvrent que ce psychopathe ne travaille pas seul. À ce moment-là, Grammy apparaît de sous sa cape d'invisibilité et frappe Mayura au ventre en utilisant le pouvoir de son nouveau tatouage, ce qui l'assomme complètement. Elle s'enfuit ensuite en portant l'elfe, tandis que Rin est laissé derrière pour combattre les subalternes de Grammy. Au même moment, Taichi enquête sur ce qui est écrit dans le document laissé, ce qui le mène à un tunnel souterrain. Il dit à Anastasia que si ce document est authentique, ils trouveront une horde de monstres améliorés par le pacte cramoisi quelque part dans ce tunnel. C'est alors qu'il tombe sur une porte, et tandis qu'Anastasia la déverrouille avec ses compétences d'assassin, Taichi dit qu'il espérait que la guilde la laisserait vivre une vie normale et tranquille maintenant, au lieu de lui faire toutes sortes de choses dangereuses. Il ajoute qu'il ne sait pas s'il se sent bien ou mal à propos de sa situation actuelle, mais il est content qu'elle soit en vie, ce qui séduit la fille. Pendant ce temps, après que Rin ait finalement fait rôtir le reste des sbires, Grammy réapparaît et lui dit qu'elle n'a pas kidnappé Mayura par envie, mais parce qu'elle y a été forcée. Rin ne comprend pas pourquoi elle essaie de rejoindre le bon côté soudainement, mais Grammy révèle que Mayura a été emmenée à la tour de l'horloge voisine où son employeur prévoit de former un pacte cramoisi avec elle et dit à Rin de se dépêcher de la sauver. Elle part rapidement pour la tour, mais quand elle y arrive, elle trouve Mayura suspendue au-dessus d'un cercle magique rouge avec un groupe de sadiques l'entourant. Leur chef révèle qu'ils ne la laisseront pas sauver l'elfe car elle sera leur sacrifice pour un rituel, mais cela déclenche le pouvoir de l'amitié de Rin et envoie le chef voler. Elle gèle le reste des sbires et utilise la magie de la terre pour ombrager le sol et briser le sort magique. Alors que Mayura ouvre les yeux, Rin brise ses chaînes et la rattrape, lui disant qu'elle va bien maintenant. Cependant, juste avant qu'une intrigue arc-en-ciel ne se développe, Lord fait ses débuts avec Kasim et félicite Rin d'avoir gagné sa bataille sans tuer personne. Rin lui dit que quand ce sera son tour, elle ne se retiendra pas. Seulement pour qu'il explique qu'il n'est pas là pour la combattre, mais pour la prévenir. Il s'avère que tout cet enlèvement n'était qu'une ruse pour l'attirer ici et Lord révèle que dans quelques heures seulement, leur ville sera attaquée par environ 3000 monstres, ce qui la détruira facilement. Rin dit que Taichi ne laissera pas cela arriver, seulement pour apprendre de Kazim que Taichi a été piégé ailleurs. Plus tard, alors que Lord traverse le marché de rue avec Kazim, il dit que son plan a 90% de chances de réussir. Il demande à Kasim combien de monstres ils ont préparés, seulement pour apprendre qu'ils en ont environ 2000 au-dessus du sol et 5000 en dessous, ce que le mage trouve cruel. Cependant, son patron s'en fiche, étant le sadique qu'il est, et dit qu'il a hâte que la bataille commence. Au même moment, un énorme gobelin se tient devant Anastasia, mais Taichi la sauve et la séduit, promettant qu'il ne la laissera pas se blesser, quoi qu'il arrive. Il lui rappelle aussi qu'ils ont une séance de claques à faire plus tard, ce qui fait rougir la fille. C'est alors que Taichi active l'amélioration physique et frappe le gobelin au sol, le réduisant en débris. Au moment où il se félicite d'avoir fait cela, une autre porte s'ouvre et les petites filles d'avant accueillantes Taichi le qualifiant de fort. Au moment où elle se présente comme Milo et Melo, Taichi remarque les cocons rouges tout autour d'elle et réalise qu'ils contiennent des gobelins endormis. Il demande aux filles si elles sont derrière cela et elles disent oui, expliquant que leur tâche est maintenant de réveiller tous ces gobelins et de les déchaîner sur la ville. C'est alors qu'elles sortent un orbe de verre et l'activent, seulement pour que le rouge cramoisi de l'orbe de Kasim se manifeste et révèle à Taichi que ce n'est qu'une extension de son grand plan. Dès que les gobelins se libèrent de l'eau de leur cocon, Taichi dit à Anastasia de se cacher derrière lui et la fille oublie vite qu'elle était une assassin. Au moment où les monstres sautent sur Taichi, il utilise son amélioration magique pour les trancher à main nue tout en se rappelant de se retenir. Cependant, la situation tourne mal quand les gobelins attaquent les filles à la place, ce qui les fait tomber l'orbe et le briser. Taichi laisse poignarde rapidement avec son épée pour protéger les filles et leur dit que c'est pourquoi elles ne devraient jamais jouer avec les jouets des autres. Elle s'excuse rapidement et révèle qu'il y a des centaines de monstres de ce genre cachés sous la ville et Taichi n'en croit pas sa chance. À ce moment-là, la demoiselle en détresse est encerclée par les gobelins et Taichi doit la protéger comme son garde du corps personnel. Alors que d'autres monstres commencent à apparaître, il se tourne vers Anastasia et dit qu'il la gardera éveillée toute la nuit en paiement de ses services. Au même moment, Mayura et Rin informent le maître de guilde de la menace qu'elles viennent de recevoir, et après avoir ordonné de mobiliser tous les aventuriers de la ville, ils souhaitent que Taichi soit là pour sauver la situation. Cela énerve Rin qui dit que même si Taichi n'est pas là, elle peut toujours protéger la ville elle-même. Et Mayura ajoute qu'ils ont encore beaucoup d'autres mages sur qui compter. Le maître de guilde est d'accord et dit qu'ils devraient aussi commencer à agir comme leur chef bientôt.
C'est alors que Lemia entre dans le bureau et dit qu'elle veut aussi montrer son pouvoir et dit aux deux filles qu'elle est fière de leur parcours. Plus tard, alors qu'elles discutent toutes de leur stratégie de bataille, Lemia dit qu'elle utilisera sa magie pour anéantir tous les monstres plus faibles en première ligne. Cependant, comme cela la laisserait affaiblie, leur armée de 180 aventuriers devrait se défendre contre le reste des monstres jusqu'à ce qu'elle récupère. Le maître de guilde ne s'y oppose pas jusqu'à ce que Rin prenne la parole et dise qu'elle peut facilement balayer les premières lignes en combinant ses magies de vent, d'eau et de feu pour créer une bombe improvisée. Les novices ne comprennent pas, alors elle explique que si une roche géante brûlante est ajoutée à l'eau, elle sautera dans le pot et le fera exploser comme un volcan. Leur dernière cellule cérébrale combinée ne comprend toujours pas. Mais comme ça a l'air cool, il la laisse tenter son expérience. Alors que la bataille commence et que l'armée de monstres approche de la ville, Rin se prépare à lancer son sort et commence par de la magie de foudre pour creuser un trou dans le sol. Alors qu'un groupe de monstres tombe dans ce trou, elle le suit avec un sort d'eau qui le remplit. Ensuite, elle crée un rocher géant fait de pierre et y met le feu, le chauffant au point de créer de la lave. Alors que tout le monde regarde cet épisode perdu de Dr Stone sous le choc, Rin abaisse sa boule de lave dans la piscine d'eau en dessous. Et quelques instants plus tard, sa bombe improvisée éclate. Cela anéantit plus de la moitié des monstres. Et juste avant que Rin ne s'effondre d'épuisement, Mayura la rattrape et lui dit qu'elle a bien travaillé. Rin dit qu'elle peut encore se battre et Lemia la soutient, disant qu'il est temps pour leur contre-attaque. Alors que les portes de la ville s'ouvrent, tous les aventuriers se précipitent pour promener les monstres, y compris Mayura. Lemia, de son côté, utilise un puissant sort de feu pour les brûler tout en alimentant son complexe de supériorité et en disant que ces faibles ne sont pas de taille face à elle. Pendant ce temps, Kazim et son patron observent ces scènes de loin, Lord louant Rin pour le sort qu'elle a utilisé, mais en même temps prononçant un monologue sur la façon dont elle n'entravera toujours pas son plan de domination mondiale. C'est alors que le maître de guilde reçoit la nouvelle qu'environ 200 monstres, amplifiés par le pacte cramoisi, se dirigent vers le champ de bataille. Cependant, dès qu'il commence à paniquer, Taichi revient trempé de sang radioactif et s'excuse d'être en retard. Il laisse les jumelles dans la tente avec le maître de guilde et décide de partir aider ses filles, seulement pour qu'Anastasia l'arrête et demande si elle peut l'accompagner. Taichi dit qu'elle ne fera que le gêner étant la demoiselle qu'elle est et lui demande de rester dans la tente et de protéger les jumelles à la place. De retour sur le champ de bataille, ces monstres apparaissent devant les filles et Lemia ne peut imaginer combien d'humains et de bêtes ont été tués pour créer autant de pactes cramoisis. C'est alors que les trois chefs du groupe apparaissent et énervent Lemia qui les frappe avec son bâton et les brûle avec un sort de magie de feu. Cependant, elle réalise vite qu'elle doit sortir l'artillerie lourde pour cela et demande à Mayura et Rin de retenir les ennemis pendant 30 secondes. Pendant ce temps, elle récite un sort vaudou et demande à l'esprit du vent de lui prêter une armure scénaristique. Cependant, même si ce sort anéantit tous les petits, les trois commandants brûlés par le soleil restent debout et se moquent d'elle. Rin dit qu'elles peuvent simplement les combattre en un contre un, et Lemia et Mayura chargent les orques avec leur magie de feu. Rin, de son côté, utilise un sort de foudre pour abattre son adversaire, mais réalise vite que ça n'a pas marché. Voyant cela, elle est rapidement affaiblie et tombe à genoux, disant que même si elle meurt, Taichi les vaincra tous. Pendant que Lemia et Mayura la regardent comme des statues, elle continue son discours et regrette de ne pas avoir pu lui dire qu'elle est reconnaissante de sa présence dans sa vie, juste avant que l'orque ne la frappe. Cependant, Taichi apparaît à ce moment-là et attrape le bras de l'orque, rassurant Rin que son Superman est arrivé. Il frappe rapidement l'orque et le déstabilise avant d'utiliser cette ouverture pour tenter ses prises de lutte sur lui et le projeter au sol. Alors que Taichi étire ensuite son épaule et se réjouit que les attaques physiques fonctionnent sur ces monstres, Mira demande quel niveau d'amélioration il vient d'utiliser, ce à quoi il répond que c'était 100%. C'est alors que le commandant qu'il vient de frapper recommence à bouger. Alors il demande à Lemia de surveiller ses arrières pendant qu'il retourne leur montrer qui est le patron. Rin l'arrête un instant et il se donne un coup de poing amical en se souriant, juste avant qu'il ne se tourne pour combattre les trois commandants à la fois. Voyant cela, Kazim dit à Lord que Taichi est au-delà de l'humain à ce stade, mais le cerveau ne se laisse pas déstabiliser, et dit que quoi qu'il essaie de faire, à la fin, leur stratégie réussira. Pendant ce temps, alors que la nouvelle que Taichi affronte 3 orques à la fois atteint les tentes de l'armée, Anastasia l'entend et se souvient de la promesse qu'il lui a faite. Cela lui rappelle toutes les vies qu'elle a prises dans son ancienne profession et elle réalise que Taichi est le seul à l'avoir jamais vue comme une femme, pas une arme. Cependant, juste au moment où elle décide qu'elle suivra ses traces et aidera tous ces gens, une personne suspecte lui chuchote quelque chose à l'oreille, après quoi elle est hypnotisée et commence à marcher vers le champ de bataille.
Au même moment, alors que tout le monde s'unit pour défendre Taichi, y compris Melo, Milo et son harem de la mort, Taichi affronte les orques et les frappe sur leur crâne épais jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne puisse plus se relever. Cependant, juste au moment où il pense avoir fini, le sol s'ouvre et un dragon à 2 têtes en sort. Nomiya trouve cela étrange car les dragons n'interfèrent jamais dans les batailles des hommes et des monstres, mais le cerveau révèle à Kazim que tout cela fait partie de son plan. C'est alors que, tandis que Rin s'approche de Taichi, il demande à Lemia si c'est tout le remue-ménage qui a réveillé ce dragon, mais elle révèle que leurs tanières sont si profondes dans le sol qu'il n'aurait même pas pu l'entendre. Mayura demande si Taichi compte le combattre, ce à quoi il répond qu'il ne peut pas vraiment compter sur des personnages secondaires inutiles comme elle, alors il n'a pas le choix. Il se tourne ensuite vers Lemia et lui dit d'évacuer tout le monde sur le champ de bataille et en ville. Mais Rin insiste pour rester, rappelant à Taichi qu'ils ont promis de vivre et mourir ensemble. Cependant, dès que tout le monde part, Taichi dit à Rin de rester en dehors de cette bataille car si elle se blesse, il perdra la tête. Après l'avoir séduite, il court immédiatement vers le dragon et le frappe, seulement pour que la bête le bloque instantanément et le repousse. Elle déchaîne ensuite des souffles de feu consécutifs sur Taichi qu'il esquive facilement, seulement pour mettre fin à sa série de victoires en le fouettant avec sa queue. Alors qu'il survit de justesse et se demande pourquoi le dragon ne l'a pas tué alors qu'il aurait pu facilement, Anastasia apparaît et dit qu'ils doivent soigner ses blessures dès que possible. Taichi est surpris de la voir et demande pourquoi elle est là, ce qui brise le sort sur elle, alors elle se pose la même question. Pendant ce temps, alors que le dragon en a marre d'être traité comme une 5e roue du carrosse, il déchaîne son souffle de feu sur eux, mais Anastasia protège Taichi et est carbonisée à sa place. Pendant ces derniers instants, elle remercie Taichi de l'avoir toujours vu comme un être humain et lui demande presque de la clapper si elle s'en sort vivante. Mais juste à ce moment-là, elle voit Rin et réalise qu'elle sera toujours une side chick. Alors elle lui demande de devenir amie avec elle à la place avant de s'évanouir. Cela déclenche l'arc de développement du personnage de Taichi et il crie à Ariel de se montrer immédiatement. Elle obéit aussitôt et apparaît devant lui, à peine vêtue d'une armure de scénario, et s'excuse de n'avoir pu sauver Anastasia. Taichi la blâme aussi, la traitant de fraudeuse, mais Ariel dit qu'elle ne peut lui donner ses pouvoirs que s'il le lui ordonne. Cela lui fait réaliser qu'il n'a jamais eu la détermination d'utiliser ses pouvoirs en premier lieu, donc tout ce qui est arrivé à Anastasia est de sa faute. Il admet qu'il a juste eu peur d'avoir le pouvoir de détruire l'humanité entière, mais réalise que ce dont il a vraiment besoin, c'est d'utiliser ce pouvoir pour protéger ses proches. Une fois sa détermination claire, il demande à Ariel de lui prêter sa force, et elle accepte rapidement. Quelques instants plus tard, il se lève, une aura divine l'entourant, et dit à Rin qu'il est devenu un véritable invocateur. Après lui avoir laissé Anastasia, il va voir le dragon et lui demande ce qu'un être supérieur comme lui fait dans cette bataille. Mais le dragon dit à Taichi de lui montrer sa force d'abord, après quoi il répondra à toutes ses questions. Sur ce, le dragon attaque Taichi avec son souffle de feu jumeau qu'il contre avec son propre sort de vent et finit par maîtriser la bête. Alors que tous les autres regardent, bouche bée, le dragon félicite Taichi pour ce qu'il a fait et révèle que son seul but dans cette bataille était de tester les limites de sa force à la demande de quelqu'un de puissant. Avant de partir, il rassure Taichi que cet individu le guide et continuera de le faire et lui dit de devenir plus fort. Plus tard cette nuit-là, Lord rencontre sa patronne qui est ravie d'apprendre à quel point Taichi a bien performé et dit qu'elle le testera avec une menace de niveau national après cela. Au lendemain de la bataille, la ville reprend lentement son cours normal et Taichi fait ses adieux à Anastasia sur sa tombe. Il squatte ensuite chez Lemia où il invoque Ariel et la présente aux autres filles qui la trouvent toute la chose la plus mignonne du monde. Alors que Lemia complimente Taichi pour sa capacité à invoquer des esprits, ils remarquent tous la calèche royale s'approchant de leur maison et réalisent que quelque chose se prépare. Bientôt, une fille nommée Alcina les rejoint et révèle que Lemia a été convoquée à la capitale royale par le roi. Avec ses élèves, bien qu'elle trouve cela louche, ils montent tous dans la calèche et s'inquiètent de la raison de leur convocation. D'un autre côté, Taichi profite de son sommeil réparateur, ce qui ne plaît pas à Rin, alors elle le réveille et lui dit qu'ils devraient être anxieux ensemble. C'est alors qu'Alcenat explique que bien que leur royaume soit gouverné par le roi actuel, Gilmar et toutes les factions qui le soutiennent, l'opposition de son frère déchu, Dordesheim, est récemment devenue plus forte.
Cela s'est produit après que Gilmar a décidé d'envoyer ses mages dans d'autres pays pour les aider dans leurs affaires, et Dordesheim s'y est opposé comme un enfant gâté qui ne croit pas au partage. Alcina explique qu'à cause de cela, une guerre civile est sur le point d'éclater entre les factions soutenant chaque frère, et le roi a demandé leur aide pour gagner cette guerre. Cela ne plaît pas à Rin qui souffre encore des séquelles de la première guerre, mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, leur destination arrive. Le groupe remarque rapidement à quel point les citoyens sont inhospitaliers et comment la capitale s'est transformée en ville fantôme. D'un autre côté, Lemia commence à soupçonner que le roi a quelque chose à voir avec la convocation de Taichi et Rin. Mais quand elle en parle à Alcina, celle-ci la repousse. C'est alors qu'une flèche vole vers elle, mais Taichi l'attrape à main nue et il réalise que quelqu'un veut sa mort. Il s'avère que c'est l'un des stratagèmes de Dordesheim car il considère Taichi et Rin comme une menace pour sa rébellion. Pendant ce temps, alors que Walsina mène le groupe à la cour royale, elle leur présente Bella, la magicienne en chef de l'armée, et Sumela, la générale de l'armée, toutes deux des méchantes de premier ordre mais avec des styles différents. C'est alors que le roi d'Ylf Gilmar monte sur son trône et commence à complimenter Taichi et Rin pour leurs exploits durant la dernière guerre. C'est alors que Lemia lui dit d'arrêter de jacasser et d'en venir au fait, ce qui pousse tous les courtisans à la traiter d'insolente et à demander son expulsion. Cependant, Gilmar dit à tous les autres de partir à la place avant de se tourner vers Lemia et de dire qu'elle ne change jamais. Alors qu'elle lui rend son sourire, Taichi se demande s'ils étaient amis avec des avantages avant que le roi ne se marie. Mais son attention est détournée lorsque Lemia accuse Gilmar d'être celui qui a convoqué Rin et Taichi ici. Il la regarde un instant avant d'admettre que c'était lui ce qui fait exploser Taichi. Il s'en prend alors au vieil homme pour avoir ruiné les vies paisibles que Rin et lui menaient dans leur propre monde, et le mieux est d'accord avec lui, blâmant Gilmar d'avoir forcé les autres à nettoyer ses dégâts. Cependant, le roi s'excuse simplement et promet d'assumer l'entière responsabilité de ses actions. Plus tard ce jour-là, Rin dit à Taichi qu'il avait l'air d'un vrai gigachad quand il s'est opposé au roi. Olsen frappe à leur porte et dit que Charlotte, la princesse du royaume, est là pour les voir. Cela surprend Rin, mais pas autant que lorsque Charlotte révèle que c'est en fait elle qui les a convoqués ici sur ordre de son père, et qu'elle est une mage unique capable de manipuler le temps et l'espace. Elle s'excuse de les avoir laissés dans un champ rempli de monstres lors de leur première invocation et explique que cela s'est produit parce que l'assassin de Dordesheim s'est mis en travers de son chemin. Elle explique aussi que le seul qu'elle voulait invoquer était Taichi parce qu'il correspondait au profil de quelqu'un qui avait de la compassion, de la force et pouvait comprendre leur langue. Cependant, Rin a été aspiré dans le sort lorsque l'assassin a tout gâché. Après avoir rejeté toute la faute sur l'assassin, Charlotte se met à pleurer et dit qu'elle ne peut pas les renvoyer dans leur propre monde car le sort d'invocation ne peut être effectué qu'une seule fois dans une vie. Alors qu'elle promet qu'elle finira par trouver un moyen, même si cela lui coûte son âme, Taichi et Rin lui disent que c'est bon et que leur retour peut attendre la fin de la guerre. C'est alors que Lemaya fait irruption dans la pièce et dit à Taichi de se rendre immédiatement au terrain d'entraînement. Dès qu'il arrive, Sumela le défie en duel, disant qu'elle n'aime pas qu'il ait volé l'attention du roi. Avant même que Taichi ne puisse expliquer qu'il n'est pas intéressé par les vieilles, elle lui saute dessus et il parvient à peine à contrer son attaque avec son épée. À ce moment-là, Lemia révèle à Rin qu'elle a orchestré ce duel parce que si Taichi ne peut pas prouver sa valeur aux habitants de cette ville, ils seront mal vus en tant qu'étrangers. Pendant ce temps, alors que Taichi commence à être malmené, il pense à leur montrer qui est le patron en invoquant Sariel. Cependant, il abandonne rapidement l'idée car il ne peut pas encore leur révéler sa Sugar Mommy. Au lieu de cela, il utilise l'amélioration physique pour renforcer son épée, juste au moment où Sumela le charge et dit qu'il ne peut pas gagner contre elle parce qu'elle essaye de le tuer. Dès que leurs épées se rencontrent, l'épée de Taichi brise la sienne, la faisant ravaler ses mots, alors elle passe au combat physique. Taichi esquive tous ses coups de poing et finit par lui attraper la jambe, la faisant tomber sur ses fesses avec lui au-dessus d'elle. Le Shad termine la bataille en frappant le sol juste à côté de sa tête, ce qui fait sourire Sumela et le remercie de l'avoir combattu. Cependant, elle renverse rapidement la situation et se retrouve au-dessus de Taichi lui demandant s'il aimerait l'épouser. Alors qu'il la regarde, tout confus, elle explique qu'aucun homme ne l'a jamais élevée comme lui, alors même s'il a déjà choisi une femme, elle serait d'accord pour être sa compagne de plaisir. Cela traumatise tellement le vierge qu'il hurle qu'il ne veut épouser personne. Tout cela pendant que Riz et Mayura regardent la scène stupéfaite. Cette nuit-là, Taichi invoque Ariel et admet qu'il a peur de blesser les gens à cause de sa capacité surpuissante et dit qu'il ne veut pas non plus que Rin blesse qui que ce soit.
Il explique que c'est surtout parce qu'ils n'ont combattu que des monstres jusqu'à présent, pas des humains, et Ariel lui tapote la tête, le qualifiant de gentil. Il entre plus tard dans la chambre de Rin pour lui déverser ses traumatismes, mais finit accidentellement par la voir sans son armure de scénario, juste après la douche. Pendant qu'il s'enfuit pour purifier ses yeux de vierge, Lord est révélé être le subordonné de Charlotte et le grand cardinal du roi. Le lendemain matin, Taichi trouve Rin dans le jardin royal arrosant les plantes mourantes et dit qu'il devrait aller rejoindre la réunion en cours. Au même moment, Dordesheim organise une réunion pour décider de sa prochaine étape, mais ses amis nobles commencent à se disputer pour savoir s'ils doivent lancer une attaque surprise ou attendre d'avoir suffisamment d'informations sur les nouveaux mages que le roi a engagés. Pour régler la dispute, Dordesheim dit à son subordonné Nilghin que s'il a les moyens d'attaquer le palais royal, il est libre de le faire. Nilghin incline la tête et remercie le duc disant que son armée est prête. Cette nouvelle atteint la capitale alors que Shimela révèle au roi qu'une troupe rebelle de 1000 soldats est en route pour attaquer leur château. Cependant, comme ils ont environ 8000 soldats dans leur armée, elle croit que les rebelles ne représenteront pas une grande menace pour eux. Le roi pousse également un soupir de soulagement et interroge Bella sur leurs mages pour apprendre qu'ils ont environ 800 mages prêts à combattre aussi. C'est alors que Charlotte demande ce qu'il adviendrait de Taichi et Rin, et Zumela la rassure en disant qu'ils feront également partie de leur armée. Plus tard, lorsqu'ils discutent de leur stratégie de bataille avec Lemia, elle dit que seulement 1000 soldats menant une révolte semblent suspects et se demande si l'on planifié des attaques surprises supplémentaires. Sumela répond que les forces ennemies se sont divisées après un conflit interne, c'est pourquoi l'armée de Nilghan charge seule. Pendant que les deux filles discutent de la façon de contrer les troupes le matin, Taichi et Rin regardent la scène comme si c'était leur cours de maths à l'école et réalisent qu'ils ne comprennent pas un mot. Le mieux se tourne vers eux et dit qu'ils doivent juste se souvenir d'une chose. S'ils n'ont pas la détermination d'attaquer leur adversaire, ils seront dévorés sur le champ de bataille. Juste au moment où Toichi déglutit, Sumela lui chuchote à l'oreille que s'il parvient à survivre demain, elle le récompensera avec son gâteau, ce qui fait rougir le vierge. Cette nuit-là, alors que Rin se prépare à dormir, Taichi frappe à sa porte et dit qu'elle doit dormir à l'heure ce soir pour pouvoir se lever tôt pour la bataille de demain. Il essaie de dire autre chose mais décide de ne pas le faire, seulement pour que Rin l'arrête et lui demande de dormir dans sa chambre ce soir. Alors qu'il rougit et entre, Rin s'effondre sur son lit et se souvient de l'anxiété qu'elle ressentait avant ses matchs de tennis à l'école et compare cette anxiété à ce qu'elle ressent maintenant. Elle admet aussi qu'elle est inquiète pour les gens qu'elle devra inévitablement tuer demain, malgré sa conviction qu'aucune vie ne devrait être perdue pendant la guerre. Taichi s'installe à côté d'elle et dit qu'elle n'a pas besoin de se joindre à la bataille demain puisqu'elle n'est dans ce pétrin qu'à cause de lui. Cependant, elle lui rappelle qu'elle a choisi de le suivre dans ce monde et dit qu'elle se battra à ses côtés quoi qu'il arrive. Cela le galvanise, alors il promet d'être son protecteur, ce qui la rassure enfin. Alors qu'elle pose sa tête contre son épaule, Taiji s'excite et essaie de développer l'intrigue avec elle. Cependant, il sent soudainement la présence de quelqu'un à proximité et est distrait. Il se lève rapidement et couvre nonchalamment les rideaux de la chambre de Rin. Juste au moment où Lemia et Mayura discutent de la façon dont la virginité de Rin pourrait ne pas être en sécurité ce soir, puisque Taichi va dormir dans sa chambre. C'est alors que Lemia ressent aussi une étrange présence à proximité et regarde par la fenêtre mais ne trouve personne dehors. Plus tard, cette nuit-là, un homme encapuchonné se faufile dans la chambre de Rin et la poignarde pendant qu'elle dort, pour découvrir plus tard que ce n'était qu'un oreiller. C'est alors que le groupe sort d'une pièce cachée et dit à l'intrus qu'il l'avait senti des heures avant qu'il ne se glisse dans le palais. Voyant qu'ils l'ont pris pour un idiot, l'homme masqué est furieux, alors il s'en prend à Rin en l'attaquant. Cependant, Taichi la sauve de justesse et perd la tête, l'attaquant et le frappant à plusieurs reprises jusqu'à ce que Lemia lui dise que c'est assez. C'est alors que l'homme s'échappe et saute du balcon tandis que tout le monde fixe son corps sans vie, se demandant ce qui vient de se passer. Alors que la guerre commence le lendemain matin, Taichi se tient au sommet du château et localise l'armée en approche. Après avoir invoqué Ariel, il lui ordonne de lancer un puissant sort de vent qui crée une tranchée devant les troupes de Nogen, arrêtant leur approche. Taichi suppose qu'ils devront contourner la tranchée pour les atteindre maintenant, ce qui brisera leur formation, mais Sumela remarque qu'ils ne portent aucune arme pour une bataille aussi dangereuse et trouve cela étrange. C'est alors que Milgan ordonne à son armée de commencer leur opération et ils créeront rapidement des cercles magiques pour ouvrir le feu sur l'armée royale. Alors que leurs propres troupes tombent une par une, Bella dit qu'ils ne devraient pas être capables de lancer des sorts d'un tel niveau si facilement. Alors Taichi utilise ses yeux magiques pour découvrir que tous les soldats portent la même bague à leurs doigts.
Le mieux utilise ses compétences de Sherlock pour déduire qu'ils utilisent des pierres magiques, mais explique que puisque ces pierres aident les gens ordinaires à lancer des sorts plus puissants que leur réserve de mana réelle, cela se nourrit plutôt de leur force vitale. Bella ajoute que dans les prochaines minutes, beaucoup de ses soldats commenceront à mourir un par un et soupçonne que la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Alors que les personnages secondaires aléatoires croient tous qu'ils devraient laisser leur ennemi se tuer, Bella dit qu'ils ne peuvent pas laisser leurs propres citoyens mourir, ce avec quoi Taichi est également d'accord. C'est alors que Lemia élabore un plan magistral et demande l'aide de Rin qu'elle offre volontiers. Pendant ce temps, alors que les troupes de Nogen commencent à s'effondrer une par une, il utilise son télescope pour découvrir que Rin est sur le point de faire quelque chose, alors il ordonne à ses hommes de la bombarder de pierres en utilisant la magie de la Terre. Cependant, Ariel érige une barrière autour de Rin sur ordre de Taichi, tandis que Mayura tranche les quelques-uns qui passent leur défense. D'un autre côté, alors que Rin se prépare pour son plus grand exploit, les autres mages combinent leurs forces pour lancer une puissante boule qui l'envoie voler juste au-dessus des lignes ennemies. C'est alors que Rin infuse sa magie de foudre dans la boule de vent pour déclencher les nuages, ce qui entraîne une forte pluie. Juste au moment où Nilgan se demande quel genre d'expérience scientifique ils essaient de réaliser, Rin enchaîne avec un deuxième éclair qui électrocute toutes les troupes à travers l'eau boueuse. Alors que tout le monde tombe inconscient, Nogen aperçoit Inimachus, le bras droit du duc, qui se moque de lui pour avoir si mal perdu après avoir tant fanfaronné lors de leur réunion. Nogen se met en colère et lui attrape le col, le blâmant de lui avoir vendu des anneaux magiques si inutiles, seulement pour qu'Inimachus le poignarde et déclare que son rôle est maintenant terminé. Cette nuit-là, quand Tichy retrouve Rin après avoir échappé aux célébrations de la ville, elle lui montre que les plantes qu'elle essayait de sauver le matin sont enfin en fleurs. Le lendemain matin, Taichi se réveille avec Rin sur lui et se demande dans quelle situation raidée il se trouve. Cependant, il réalise rapidement qu'elle essaie de le réveiller et rougit quelques instants avant de devoir se précipiter aux toilettes pour vomir. Plus tard, alors qu'il arrive à la table du petit déjeuner, Rin demande si elle est si laide que ça le fait vomir, mais il s'excuse et dit que c'est parce qu'il a trop mangé la nuit dernière. C'est alors que Lemia et Meura entrent dans leur chambre et révèlent qu'ils ont tous été convoqués par Gilmar. À la cour royale, le roi Gilmar félicite le groupe d'avoir sauvé sa ville et les récompense avec un tas d'armes coûteuses et de haute qualité de sa collection personnelle. Charlotte sort la collection et demande à chacun de choisir ce qu'il veut, et Lemia répond qu'ils accepteront l'offre. Mayura sélectionne un poignard pratique, Rin se trouve un bâton fantaisie, et Lemia choisit une bague incrustée d'une rare pierre magique. Quand c'est au tour de Taichi, il est stupéfait de trouver un katana dans la collection du roi et le ramasse rapidement, disant que c'est quelque chose dont il a rêvé depuis l'enfance. Plus tard, alors que le groupe se dirige vers le terrain d'entraînement, Sumela dit à Taichi de venir tester sa nouvelle arme sur sa future femme, et Lemia lui permet instantanément de le faire. Pendant que Mira et Ren décident de tester aussi leurs armes, Sumela pousse Taichi au sol et commence à chauffer sa saucisse jusqu'à ce que les cellules cérébrales du vierge cessent de fonctionner. Plus tard, il reconstitue son énergie avec une sorte de Gatorade antique alors qu'il se dirige vers le marché local seulement pour trouver des gens qui le fixent comme s'il venait de voir un fantôme. Cependant, il réalise vite qu'ils ne sont que ses fans qui n'arrivent toujours pas à croire la façon dont il les a sauvés hier. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'approche de Taichi et lui demande de tatouer leur visage avec son nom. Pendant qu'Ariel est fier de lui, une fois la séance d'autographes terminée, Taichi se rend dans un endroit isolé et dit à Cassim de sortir de sa cachette maintenant. Dès qu'il le fait et se moque de lui pour être devenu une superstar du jour au lendemain, Taichi remarque son bras sectionné et demande comment c'est arrivé, seulement pour que Cassim lui rappelle que c'était son œuvre. Quand Taichi ne se souvient toujours pas d'avoir fait cela, Cassim rit disant qu'il est si chanceux qu'il ne peut même pas se sentir mal grâce à sa démence précoce, alors que lui doit vivre chaque jour se vautrant dans sa défaite. Il avertit ensuite Taichi qu'il va le cuisiner, disant qu'il n'a pas le droit de le refuser après ce qu'il lui a fait. Il déclare également que si Taichi n'accepte pas de le combattre en tête-à-tête, toute l'eau du royaume sera empoisonnée. Pendant ce temps, alors que Mira et Rin se duellent, Sumela informe Lemia que l'armée de Dordashim a terminé plus de la moitié de sa préparation au combat et les attaquera bientôt. Cela fait réaliser à Lemia qu'une guerre totale est inévitable et elle se demande combien de soldats perdront la vie à cause de cela. D'un autre côté, Cassim mène Taichi à son champ de bataille choisi et dit qu'il le combattra ici mais à une condition. Il sort ensuite un objet magique secret et dit qu'une fois que Taichi l'aura consommé, son pouvoir magique deviendra égal au sien, après quoi ils pourront décider lequel d'entre eux est le meilleur.
Tay soutient que le même pouvoir magique entraînera un match nul, mais Kazim dit que si leur base est la même, ce qui les différenciera est la quantité de travail acharné qu'ils ont mis dans leur entraînement. Cela énerve Taichi, alors il demande si Kazim croit qu'il n'a pas travaillé dur. Mais le psychopathe rit et répond que les gens doués sont tous les mêmes. Sur ce, Taichi accepte la bataille et jure de prouver sa supériorité sans aucun code de triche, tout en étant averti par Ariel que Kazim ne fait que le provoquer. Avant que la bataille ne commence, Kazim déchaîne la magie suspecte qui limite avec succès les pouvoirs de Taichi comme promis, et tous deux se préparent à l'action. Taichi lance d'abord un sort de vent que Kazim esquive et répond par un coup de son épée qu'il arrête avec son tout nouveau katana. Il essaie ensuite de tromper Kazim en l'attaquant avec de la magie du vent par derrière, mais il esquive et répond avec ses balles d'eau. Taichi l'évite et une fois que Kazim perd sa dague, les deux finissent par se battre comme des chiffonniers jusqu'à ce qu'ils soient fatigués et décident d'y mettre fin par un coup final. Kazem est le premier à lancer une grosse boule d'eau, tandis que Taichi se souvient de son entraînement et essaie d'imaginer comment il va la contrer. Dès que la boule est libérée, il utilise le katana pour la trancher, ce qui crée un impact assez fort pour envoyer le femboy voler contre un mur. Après avoir perdu la volonté de continuer, Kazim admet discrètement qu'il est un gros raté et dit à Taichi qu'une fois l'objet magique brisé, la limite sur lui sera levée. Mais à ce moment-là, les seigneurs de l'anime interviennent et un génie étrange s'échappe de l'objet. Taichi essaie aussi de le trancher avec son épée, mais ça ne marche pas, alors Grammy apparaît soudainement pour défendre le perdant contre lui. Cependant, même après qu'elle détruit l'objet magique, le génie ne disparaît pas. Kazim se met à trembler de peur et soupçonne que Lord est derrière tout ça. Pendant ce temps, Taichi réalise qu'il n'a d'autre choix que de cultiver son aura. Il dit rapidement à Ariel de condenser l'air autour du monstre et déclenche son propre sort de foudre. Il le dirige ensuite vers le monstre et écrase toutes ses particules en utilisant la pression de l'air, s'en débarrassant enfin. Quelque temps plus tard, alors que Taichi sent son pouvoir revenir, il se réconcilie avec Kazim qui est ensuite emmené par Grammy. Cette nuit-là, Lord rencontre le véritable cerveau derrière tout ce qui a mal tourné jusqu'à présent, qui est amusé de la façon dont Taichi a géré le problème du génie. Elle dit à Lord qu'il devrait commencer à se préparer pour son plan plus grand et se tenir prêt à faire tout ce qu'il veut. Au même moment, alors que tout le monde commence à se préparer pour la guerre à venir, Taichi dit à Rin qu'il la protégera quoi qu'il arrive, mais elle lui dit d'arrêter d'agir comme un Sigma. Elle ajoute qu'elle n'est pas une demoiselle en détresse incapable de se battre, alors elle se battra aussi pour le protéger et il se donne un point. Le lendemain matin, Dordesheim se prépare pour la guerre et calcule que la seule chose dont il n'est pas sûr, ce sont les capacités de Taichi. Sinon, il a tout sous contrôle. Inimikas dit qu'il a aussi un plan pour le contrer si nécessaire et Dordesheim remercie le ciel de l'avoir béni d'un tel acolyte maléfique. Il demande ensuite s'il sera dépeint comme un méchant ou un héros dans les futurs livres, ce à quoi Inimakus répond les deux, juste avant leur départ. Quelques instants plus tard, Gilmar crie aussi un discours d'1 heure à ses soldats, juste avant que les deux armées ne s'affrontent. Pendant ce temps, Taichi se rappelle qu'il doit utiliser ses pouvoirs pour protéger ses proches et rien d'autre. Alors que Mayura, Lemia et Rin font des ravages contre leur adversaire, Taichi se transforme en Hinata Shoyo et saute d'un bout à l'autre du champ de bataille, utilisant les pouvoirs d'Ariel. Au même moment, Lord rencontre aussi sa Sugar Mommy et ils discutent de la façon dont Taichi surmontera cette adversité et s'il utilisera ou non ses codes de triche. De retour sur le champ de bataille, une méchante psychopathe nommée Suzora défie Rin en duel et jure qu'elle sera celle qui la vaincra. Elle se présente comme une aventurière de rang A, mais quand elle apprend que Rin est de rang C, elle a du mal à croire que Rin donnait du fil à retordre à ses soldats à ce niveau. D'autre part, un certain Nalia s'en prend à Mayura et lui dit que les belles femmes comme elle n'existent que pour plaire aux hommes et devenir leur machine à bébé. Il est donc insensé pour elle de prendre une épée comme celle-ci. Il dit aussi que les épées n'existent que pour les hommes puissants comme lui qui protègent leur pays et leurs femmes. Et Mayura se prépare à lui botter le cul. Elle enduit rapidement son épée de ses flammes et affirme qu'elle le finira d'un seul coup. Le wannabe Nalia, d'autre part, dit qu'il l'aurait prise comme partenaire de plaisir si elle avait été plus féminine. Alors qu'il contre son coup avec sa propre épée, il la désarme finalement, pensant avoir gagné seulement pour que Mayura le tranche par derrière, utilisant sa nouvelle dague. Au même moment, alors que Lemia est sur le point d'anéantir ses prisonniers, un mage gèle son bâton et dit que sa vie lui appartient désormais. Ce perdant s'avère être un insomniaque qui a bu trop de Red Bull, mais Lemia le rassure en lui disant qu'elle le mettra au lit assez tôt. Alors que la bataille commence, Lemia contre ses glaçons avec son feu et l'envoie voler d'un seul coup de sa magie du vent.
sang, ce qui met fin à la carrière de ce wannabe. Juste au moment où il admet sa défaite, elle lui demande s'il a des dernières volontés avant de le faire rôtir avec une boule de flamme. Du côté de l'ennemi, Taichi arrive dans le camp de Dortesheim et exhibe nonchalamment Ariel, faisant fuir tout le monde et le laissant seul pour parler au grand patron et à son acolyte. Il passe rapidement aux choses sérieuses et dit à Dortesheim qu'il a eu du mal à convaincre Gilmar de le laisser venir lui parler ici avant de révéler qu'il est venu lui offrir la paix. Il déclare en outre qu'il sait que lui et Gilmar veulent la même chose au fond d'eux, à savoir l'amélioration de leur peuple, et dit à Dordeschim que s'il retire ses troupes maintenant et admet son erreur, le roi pardonnera à ses hommes et le laissera s'en tirer avec une punition minimale. Cela menace Inimachus, alors il utilise un tour de magie noire secret qui commence à transformer tous leurs soldats morts en zombies. Pendant ce temps, Dordesheim refuse d'accepter cette proposition et, à son tour, demande à Taichi pourquoi il laisse Gilmar l'utiliser alors qu'il a le pouvoir de le renverser et de devenir lui-même le roi. Taichi réfléchit un instant, puis dit qu'il n'a aucun intérêt à rendre sa vie insouciante difficile en y ajoutant plus de responsabilités, ce qui fait rire le duc. Il dit ensuite que si les choses étaient différentes et que Taichi était de son côté, il aurait écouté sa proposition. Cependant, comme il croit que certaines choses doivent être accomplies même au prix du sang, il ne changera pas d'avis. Juste à ce moment-là, Ariel remarque la fumée noire derrière Animagus et dit à Taichi que quelque chose ne va pas avec lui. D'autre part, Susora dit à Ran que même si elle est plus forte que ses attentes, elle ne la vaincra jamais. Juste à ce moment-là, elle saute en l'air et esquive facilement les flammes de Rin avant de la charger avec sa propre magie du feu. Cela finit par brûler la jambe de Rin, mais elle le contre avec des glaçons seulement pour que Susora les brise instantanément. Cependant, cela s'avère être une distraction car Rin lance un tapis de feu derrière elle et le déchaîne sur la méchante qui est gravement cicatrisée mais y survit. Dès qu'elles reconnaissent enfin la force l'une de l'autre, tous les soldats tombés autour d'elles se transforment en zombies et les encerclent, les faisant se demander ce qui se passe. De retour dans le camp de Dorasheim, Animagus se transforme en seigneur des ténèbres et révèle qu'il a jeté un sort sur tout le champ de bataille avant le début du combat. Ariel reconnaît cette énergie d'une bataille vieille de 200 ans, la Rhapsodie sanglante, et Animachus révèle que son sort joue avec l'esprit des humains et les rend immunisés à la peur et à la douleur, les transformant essentiellement en zombies. Il se tourne ensuite vers le duc et dit qu'il a été très facile de le manipuler en utilisant sa mentalité de victime contre lui puisqu'il est le fils cadet de la famille royale, ce qui par défaut le rend inutile. Il révèle en outre que même s'il a agi comme son laquais toutes ces années, il ne l'a jamais considéré comme son maître car cette place n'appartient qu'à Lord Sugar Mami. Cela rappelle à Taichi la conversation qu'il a eue avec le dragon et il réalise qu'Inamicus parle de la même femme gardienne. À ce moment-là, le psychopathe énonce qu'il a transformé tous ses humains en zombies parce que sa patronne le lui a demandé avant de dire à ses sbires de prendre d'assaut le champ de bataille et de dévorer quiconque il trouverait. Suite à cela, il offre son âme à Satan et se transforme en un méchant de science-fiction des années 90. De retour sur le champ de bataille, Aslemia remarque l'étrange cercle magique et observe la transformation des soldats. Elle réalise que quelqu'un essaie de recréer la Rhapsodie sanglante, elle raconte toute l'histoire à Mayura, expliquant qu'une bataille entre deux nations a soudainement dégénéré il y a 200 ans lorsque leurs soldats ont commencé à se transformer en zombies. Ces zombies ont tout dévoré sur le champ de bataille, mais ne se sont pas arrêtés là et ont continué dans les villes et d'autres pays jusqu'à ce qu'il ait dévoré 700 000 êtres humains. Elle explique également que le sort utilisé pour cette magie provient du contrôle mental, qui est une forme de magie noire maniée par un puissant mage noir. Au même moment, Susora et Rin font de leur mieux pour repousser les zombies, mais ne réussissent finalement pas car Rin refuse de les envoyer dans l'au-delà. Alors que Susora la réprimande à ce sujet, elle lui propose de l'engager comme aventurière indépendante pour combattre à ses côtés. La récompense serait la sécurité de leurs deux vies. Au même moment, Taichi cultive son aura au milieu de l'apocalypse zombie mais réalise que son style seul ne l'aidera pas à gagner cette bataille. Le duc d'Ordesheim le lui reproche également et dit qu'il doit tuer les zombies pour les tenir à distance, même s'ils sont des gens normaux en dessous. Il explique que s'ils ne le font pas, les zombies s'en prendront aux civils et admet qu'il regrette que ses actions soient à blâmer pour tout ce qui se passe en ce moment. Ce discours a un profond impact sur Taichi. Alors il retourne à la culture d'Aura et rappelle à Dordesheim ce qu'il vient de lui dire sur les sacrifices nécessaires. Alors que le duc le regarde sous le choc, Taichi se prépare à échanger son humanité contre le pouvoir de protéger Rin et ses amis. Cependant, Ariel l'arrête juste avant et révèle qu'elle lui a menti sur son identité. Taichi ne comprend pas, alors elle explique que son pouvoir extrême l'intimidait, elle lui a donc caché sa forme originale et a menti sur son véritable potentiel.
En réalité, elle est un être encore plus puissant appelé Sylphie. Mais comme elle supposait que Taichi se blesserait s'il essayait de maîtriser son véritable pouvoir, elle a pris cette forme plus faible pour le tromper, juste au moment où cela prend enfin tout son sens pour lui. Ariel lui dit que c'est son adieu, car elle retourne enfin à sa forme précédente, qu'il pourra invoquer chaque fois qu'il aura besoin de plus de pouvoir. Juste au moment où elle disparaît, Rin court vers Taichi et dit qu'elle est contente qu'il soit en sécurité. Cependant, il remarque la blessure à sa jambe et la serre immédiatement dans ses bras. Rin rougit et se demande ce qui lui arrive soudainement, mais il resserre son étreinte et s'excuse de l'avoir laissé se blesser, juste au moment où elle dit qu'elle va très bien. Taichi promet qu'il ne laissera plus personne se blesser et révèle qu'il est sur le point de cesser d'être humain. Il se retourne immédiatement et invoque Sylphie, la version nouvelle et améliorée d'Ariel, qui brise instantanément le cercle magique et ramène tous les zombies à la normale. Même le Mia est choquée de voir cela, car elle n'a jamais vu un sort aussi puissant se briser auparavant et dit à Miura que c'est ce qui arrive quand un invocateur avec une plot armor naît. Pendant ce temps, dès que Sylphie apparaît, elle s'adresse à Taichi comme à son maître et révèle que même si elle n'est plus Ariel, elle porte toujours tous ses souvenirs avec elle. D'autre part, quand Suzora entend le mot Sylphie, elle révèle rapidement qu'elle est l'un des 4 grands esprits du monde et l'un des plus forts à avoir jamais existé. Cependant, son explication enthousiaste est interrompue lorsque Taichi localise la racine de tous les problèmes, Inimicus, dans la tente. Ce bizarre s'injecte des stéroïdes radioactifs pour atteindre sa forme finale et ne cesse de remercier sa déesse de l'avoir béni de cette force. La vue effraie Taichi. Alors il se tourne vers Rin et lui demande si elle sera toujours à ses côtés si les choses tournent mal, seulement pour qu'elle lui offre à nouveau un point et jure qu'ils seront toujours ensemble quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, Animagus sort enfin de la tente et prend son envol, seulement pour que Taichi active les pouvoirs de Sylphie et le suive dans le ciel. Une fois face à face, il demande à Animagus qui est cette femme, ce à quoi il répond qu'elle est la déesse de leur monde qui contrôle tout en lui. Il charge ensuite Taichi d'un coup de poing, mais le Gigashad le bloque facilement et le repousse, exigeant qu'il lui donne des réponses claires s'il veut vivre. Inimicus rit et dit à Taichi qu'il ne sait toujours pas qui il est et lui rappelle qu'il pouvait déjà entendre les esprits avant de venir dans ce monde, c'est pourquoi il a été choisi par sa déesse. Il jacasse en outre sur la façon dont cette femme est celle qui a tout orchestré jusqu'à ce moment, juste pour que Taichi devienne son arme ultime le moment venu. Cela fait finalement disjoncter Taichi et il se demande qui il pense être pour les appeler une arme. Juste au moment où Animagus lui dit d'être content, Taichi lui restructure le visage et traite le perdant comme son sac de frappe, tout en prononçant un discours sur le fait qu'il se fiche complètement de leur petit plan de paix mondiale. Il dénonce leur hypocrisie et se demande comment ils peuvent être les sauveurs du monde alors qu'ils continuent d'ôter la vie à des humains à leur guise, et ajoute en outre que la seule chose qui lui importe, ce sont les gens proches de lui. Alors que Taichi assène un dernier coup de poing et écrase Animicus au sol, l'idiot le provoque et dit qu'il ne peut toujours pas ôter la vie à un humain, ce qui est sa faiblesse. Cependant, Chi déclare qu'il a dit adieu à son humanité avant sa bataille, juste au moment où il matérialise la foudre dans ses mains et le réduit en cendres. Quelques jours plus tard, Taichi se réveille dans sa chambre entouré de ses amis et demande rapidement à Rin des nouvelles de sa blessure. Elle le rassure en lui disant que Mayura l'a guéri avec sa magie juste au moment où Lemia le félicite d'avoir sauvé tout le monde et leur royaume. Soudain, la porte s'ouvre en grand et Charlotte entre en trombe, les larmes aux yeux, heureuse que Taichi soit enfin réveillé, tandis que Lemia le taquine d'être un tel aimant à fille. Au cours des jours suivants, alors que la ville retrouve son cours normal après la guerre, la bande reçoit des cadeaux coûteux, des récompenses et des titres du roi et la poussière commence à retomber. Au même moment, Dortenheim reçoit la peine de mort de Gilmar pour sa rébellion et Sumela lui tranche le cou, tandis que Lord se tient juste à côté du roi, agissant comme s'il n'avait eu aucune part à quoi que ce soit. Finalement, le jour du départ de Taichi et de son équipe arrive et Charlotte les raccompagne personnellement, promettant que lorsqu'ils se reverront, elle aura une solution pour les renvoyer chez eux. Plus tard, alors qu'ils rentrent tous chez eux dans le carrosse royal, Taichi se demande qui est cette femme mystérieuse et comment il pourra protéger ses proches lorsqu'elle frappera à nouveau. Taichi découvrira-t-il un jour qui est cette méchante secrète? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour plus de super résumés.